Bonjour à tous, bienvenue sur la nouvelle actualité pour ce début de mois de décembre. Le mois de novembre qui vient de se dérouler a connu quelques grandes nouveautés, notamment côté Panasonic et côté Leica. Il y a aussi beaucoup d'accessoires très variés. Alors je vous propose d'y aller tout de suite. Commençons par les boîtiers, avec un nouveau boîtier chez Panasonic, un nouveau haut de gamme, le Panasonic G9. Haut de gamme il l'est puisqu'il vient seconder le GH5 ou plutôt être un complément de ce boîtier. Le GH5 est orienté vidéo, c'est le très haut de gamme de chez Panasonic. Et ce boîtier, lui donc le G9, se positionne côté photo. Autrement dit, il prend toutes les caractéristiques du GH5, sauf certaines du côté de la vidéo, et se destine donc avant tout aux photographes. J'ai pu le prendre en main le mois dernier au Salon de la Photo à Paris, et il n'y a pas à dire lorsqu'on le tient, lorsqu'on le manipule, tout est bien ajusté, les finitions sont vraiment haut de gamme, il y a beaucoup de contrôle, en tout cas juste ce qu'il faut pour pouvoir atteindre rapidement chaque possibilité de l'appareil. Il n'y a pas non plus une inflation de boutons. C'est un boîtier haut de gamme, capteur 20 mégapixels, une rafale très élevée, une résolution aussi pouvant monter à 80 mégapixels si on fait plusieurs vues, alors là bien sûr sur pied, et qu'on combine les vues, tout est prévu dans le boîtier pour ce type de réalisation. Il a également donc des rafales, je vous le disais, 60 images secondes, et puis aussi la 4K, comme l'avait son prédécesseur, puisque je ne vous l'ai pas dit, ce boîtier, le G9, remplace le G80. C'est d'ailleurs ce boîtier, ce G80, qui me sert pour la prise de vue tout de suite, et dans les précédentes vidéos que vous avez pu voir. Ce G9 donc est au sommet de la gamme Panasonic côté photo. Pour ceux qui étaient intéressés par le GH5, qui n'étaient pas trop intéressés par ses caractéristiques vidéo, il est donc une bonne proposition. Pour autant, ce n'est pas vraiment un boîtier totalement pro. Il ne se met pas au niveau des Canon 1D, des Nikon D5 ou autres boîtiers ultra haut de gamme. Même pas bien sûr aussi côté Sony Alpha, l'Alpha 9. Cela étant dit, il intéressera beaucoup de monde, surtout ceux qui sont déjà équipés d'objectifs micro 4 tiers. Et il est surtout un solide concurrent de l'Olympus OMD EM1 Mark II, qui avait beaucoup marqué les visiteurs du précédent salon de la photo en 2016. Voilà donc un concurrent à la hauteur. Du côté Olympus, on était plutôt spécialisé photo. Et bien maintenant, il y a la même chose, ou en tout cas du même ordre, côté Panasonic. Comme vous le voyez à l'écran avec les caractéristiques, c'est du haut de gamme. Seconde nouveauté côté boîtier, on est toujours dans les hybrides, mais cette fois-ci avec Leica. Il s'agit du Leica CL, un nom que connaissent bien ceux qui connaissent un peu l'histoire de la photo ou qui ont déjà un certain âge, je me mets dedans, qui ont donc connu l'époque des argentiques, et notamment chez Leica de ce boîtier, pas celui que je vais vous présenter ici, mais son prédécesseur par le nom, un Leica CL qui était un complément grand public, tout du moins bien moins coûteux que ne l'étaient les Leica M, la série des M3, M4, M5, M6. Son grand ancêtre, qui porte le même nom, Leica CL, a été fabriqué en collaboration avec Minolta. Il avait donc, comme je le disais, la même monture que le Leica M, la série des Leica M. Cette fois-ci, nous sommes avec un hybride. Il reprend le même nom, mais cela n'a plus rien à voir. Nous sommes avec la monture TL, identique au TL2 et SL. Nous sommes en présence d'un hybride haut de gamme, hybride aussi relativement bon marché. Alors là, je me situe par rapport au prix habituel de Leica. Bien sûr, absolument pas par rapport à ce qu'on peut avoir chez les autres marques. Néanmoins, il ne faudrait pas le mépriser en considérant qu'il a un prix qui semblera bien élevé pour la plupart d'entre nous. C'est un boîtier intéressant pour ceux qui cherchent à avoir un Leica, qui cherchent surtout le maniement des appareils Leica. Là, je ne suis pas dans une perspective de snobisme simplement par rapport à la marque, mais par rapport à la manière d'aborder la photographie. Surtout, ce boîtier a une cible de photographes qui cherchent des boîtiers dépouillés. Non pas dépouillés en termes de caractéristiques, mais en termes de maniement. Cela a quelques conséquences. Par exemple, vous n'avez aucune prise sur ce boîtier. Cela semblera étonnant. Si vous voulez transférer des photos, sortez la carte mémoire. Si vous voulez charger la batterie, eh bien, il faut l'extraire. L'idée est d'aller à l'essentiel. De la même manière, il n'y a seulement que quelques boutons, ainsi qu'un petit écran de contrôle
et 2 molettes autour, en plus bien sûr de l'écran arrière pour visualiser les photos. Leica nous a pas refait la même chose qu'il avait fait avec d'autres boîtiers, des Leica M numériques, où ils avaient carrément supprimé l'écran arrière, considérant que le photographe verrait, tel celui qui faisait de la photo argentique, le résultat une fois rentré chez lui avec l'ordinateur. Là, heureusement, on n'est pas allé aussi loin. Après les boîtiers numériques, retour à l'argentique, puisque l'argentique revient à la mode, et qu'un certain nombre de personnes qui n'ont jamais connu le monde de l'argentique, maintenant se tournent vers lui. Le premier modèle, c'est le réflexe. Vous me direz, oui, mais lequel? Eh bien, c'est son nom, le réflexe. C'est une proposition faite sur Kickstarter, donc une plateforme de financement participatif, pour participer à ce projet qui a déjà réuni une belle somme d'argent, avec un réflexe qui, contrairement à son nom, somme toute banal, terme générique, a une proposition technique assez originale. À l'avant, une première platine et à l'arrière, un second système qui est comme une sorte de platine pour rendre le système interchangeable. De quoi s'agit-il? À l'avant, avec le changement de platine, vous pourrez changer de monture d'objectif. Pour Canon, pour Nikon, pour Pentax, pour un système à vis, nombreuses seront les montures d'objectifs compatibles avec ce boîtier. On change de platine, on change de monture d'objectif. À l'arrière, il en va de même. Ça parlera peut-être à ceux qui connaissent le monde du moyen format, côté argentique. Il y avait des dos interchangeables qui pouvaient être changés de pellicule même lorsqu'on n'avait pas terminé sa pellicule. Et puis on pouvait revenir ensuite à la pellicule qu'on avait utilisée précédemment. Il en va de même ici. On peut changer pour ne pas avoir cet inconvénient de l'argentique par rapport au numérique où on peut facilement changer de sensibilité ou décider de faire une photo en noir et blanc en faisant le réglage adéquat sur son boîtier. Un projet donc intéressant à suivre. Seconde proposition côté argentique, l'IAGE Elba Flexa. Alors, attention, son nom est un petit peu un mensonge. En fait, cette marque a eu beaucoup de succès, ou en tout cas une belle renommée, au cours des années 60. Et le modèle dont je vous parle, en tout cas le nom du modèle dont je vous parle, est sorti fin des années 60. Pourquoi je vous dis le nom? Parce qu'il ne faut pas croire qu'on a une reproduction exacte avec le boîtier qui est présenté maintenant, que vous avez sous vos yeux, du modèle de l'époque. En revanche, avec le modèle que vous avez sous les yeux, c'est une reproduction du Kiev 19. Rien à voir, donc. Il se trouve qu'un homme d'affaires a racheté un certain nombre de noms de marques connues, les marques en question et les noms qui vont avec, même si les marques ont disparu en tant que producteur d'appareils photo, et ayant dans son escarcelle cette marque IAGE, nous propose donc les bas Flexa correspondants. Le problème, c'est que si on compare avec des Kiev 19, on se rend compte qu'on nous fait bien payer cher la nouveauté, ou plutôt la ressortie de ce boîtier. Il est identique, le boîtier que vous avez sous les yeux, à celui que l'on trouve habituellement sur le marché de l'occasion à des prix très concurrentiels. En fait, il y a une différence, la poignée en bois. Alors elle est belle cette poignée, mais est-ce qu'elle justifie vraiment la différence de prix? À vous de voir. Après les nouveautés côté boîtier, toujours du côté des boîtiers, d'abord une mise à jour de firmware avec l'hybride IM1. Vous avez sous les yeux les quelques améliorations. Surtout la marque a travaillé sur l'ergonomie des boîtiers. Les boutons ont d'autres actions que précédemment. Ceux qui possèdent bien sûr ce type de boîtier, n'hésitez pas à faire la mise à jour. Hasselblad, quant à lui, nous propose de louer son X1D 50C. Il s'agit en fait non seulement de pouvoir découvrir ce boîtier, mais aussi bien sûr pour la marque d'espérer que les loueurs se transformeront en acheteurs. Pour cela, Hasselblad propose des tarifs qui sont peut-être pas très bon marché, mais en échange, si après la location vous êtes tenté par l'achat, la somme que vous avez allouée à la location sera déduite du prix d'achat. Nous approchons grandement des fêtes de fin d'année, Noël, Nouvel An, et donc à cette occasion, nous sommes nombreux à recevoir ou à offrir des appareils photo. Les marques le savent bien, et donc elles attirent le client en proposant des offres de remboursement. Puis on va être honnête, parfois on profite seulement de ces offres de remboursement pour s'offrir des cadeaux à nous-mêmes. Alors, nombreuses sont les propositions, regardons-les ensemble. Pour mémoire, on a déjà vu une le mois dernier, la dernière fois que nous avons eu une séquence actualité. Mais là, vous allez voir, c'est le grand déballage. Alors tout d'abord, Canon, qui nous propose plusieurs offres de remboursement. En plus, en cadeau, la possibilité d'obtenir un accès à leur plateforme de stockage sur cette plateforme Irista. Tout cela, bien sûr, sera fait après le remboursement. Et le remboursement, donc, il vient
une fois l'achat fait, c'est-à-dire que vous renvoyez une preuve, tout se fait en ligne, il faut montrer patte blanche, et vous recevez le remboursement quelques temps après. L'offre court depuis le début du mois de novembre et jusqu'au 21 janvier prochain. Seconde offre de remboursement, celle d'Olympus. Alors là, il n'y a qu'un seul boîtier, elle est beaucoup moins étoffée que celle de Canon, et plusieurs optiques cependant. Le boîtier, c'est l'OMD EM5 Mark II, et puis il y a 6 optiques. Ici, on va du 1er novembre dernier, donc pour ceux qui auraient déjà fait un achat, il est encore temps de demander le remboursement, et nous irons jusqu'au 15 janvier prochain pour la période où le remboursement cessera alors. Après Olympus, Panasonic. Là aussi, un seul boîtier, le GX80. Mais en revanche, 7 objectifs sont aussi concernés. La période pendant laquelle vous pouvez bénéficier de ce remboursement, elle a commencé depuis le 1er novembre. Et là, en revanche, n'attendez pas 2018, le 31 décembre, cela sera terminé. Autre offre, celle de Pentax. Elle est un petit peu différente des précédentes, parce que Pentax ne vous fait pas un remboursement après achat, mais déduit la somme directement de ce que vous payerez lorsque vous achèterez le produit. L'offre de Pentax concerne 3 boîtiers, K1, KP et K70, et un seul objectif. Une offre donc modeste, mais différente des autres marques. Vous n'avez pas à courir après le remboursement et à attendre qu'il arrive. Enfin, dernière offre, celle de Sony. Là aussi classique, en ce sens qu'elle est comme les précédentes, hormis celle que je viens de citer de Pentax. Vous serez remboursé après achat. Une offre qui court du 1er novembre dernier jusqu'au 31 janvier prochain, c'est la période la plus large de toutes les offres. Une offre qui concerne plusieurs objectifs, mais aussi plusieurs boîtiers. Donc vous avez les noms sous les yeux, à savoir l'Alpha 7, l'Alpha 7 II, l'Alpha 7 S2 et l'Alpha 7R2. Bien sûr, le R3 qui vient de sortir n'est pas concerné. Beaucoup d'objectifs aussi proposés, la liste complète vous l'aurez sur le site de Sony. Alors si vous venez d'acheter un Sony, si vous allez vous en offrir un, profitez bien sûr de cette offre. Laissons de côté les boîtiers et intéressons-nous aux objectifs avec un produit phare ce mois-ci. Il s'agit de Panasonic. En fait, un Panasonic griffé Leica qui a été présenté lui aussi au salon de la photo. Il trônait avec le G9 sous cloche quand même, on ne pouvait pas beaucoup le manier, mais on pouvait le voir de près. C'est un très bel objectif haut de gamme, un 200 mm f2.8, griffé Leica donc, mais en fait on sait bien, Leica apporte son expertise, mais c'est Panasonic qui fabrique ce type d'objectif. Un objectif un peu trompeur pour ceux qui ne sont pas experts dans le format micro 4/3, je vous rappelle, c'est un format où il faut multiplier par 2. Autrement dit, il s'agit d'une très longue focale, en tout cas assez longue, un 400 mm en fait en équivalent 24-36, qui intéressera les amateurs de photos de sport, qui se situent assez loin de l'action, typiquement au bord d'un terrain, ou alors proche d'un circuit automobile, ou d'autres sports où on ne peut pas vraiment coller l'action directement, qui intéressera aussi les photographes animaliers qui travaillent dans des zones peu lumineuses, ou toute autre personne qui veut cadrer serré et bénéficier d'une grande ouverture. Le prix est bien sûr en conséquence, mais on peut s'attendre a priori à de très bons résultats, voire les antécédents chez Panasonic dans les objectifs haut de gamme. Attendons quand même les tests pour avoir confirmation de la chose, étant donné le prix demandé. Autre objectif, beaucoup plus confidentiel, tant par sa renommée que par son type proposé, ou des objectifs devrais-je dire, puisqu'il s'agit d'objectifs au pluriel, sténopés. Qu'est-ce que la sténopée? Cela nous fait remonter au début de la photographie, ou même avant en fait. Dans l'art, on a pu utiliser ce procédé qui consistait tout simplement à faire le noir dans une pièce et de laisser une toute petite ouverture sur un carreau ou même se mettre seulement dans une très grande boîte avec des tissus et y laisser un microscopique trou. De ce fait, vous aviez un objectif optique. Une optique très simplette puisqu'il n'y a pas de lentille, simplement un trou, mais vous aviez la possibilité de projeter l'image de l'extérieur à l'intérieur sur une surface et c'est comme ça que certains artistes projetaient sur des surfaces translucides, dessinaient dessus et pouvaient ainsi déjà faire des croquis qui étaient forcément bien à l'échelle puisque ils dessinaient au-dessus une image, tout simplement, par l'entremise du trou qui jouait le rôle d'objectif. Dans le début de la photo, et même après, on a continué à utiliser ce type de technique,
qui a permis de faire des objectifs simples, qui ont aussi un rendu assez particulier. Et une marque nous propose de revenir à cette source-là, la source finalement de cette manière de la photographie, premiers objectifs très simples, même si tout de suite aussi dans la photographie il y a eu des objectifs avec des lentilles. Il s'agit du Pinhole Pro et du Pinhole Pro S. La différence entre ces deux gammes d'objectifs, parce que dans chacune de ces gammes il y a plusieurs objectifs, c'est que les uns ont une ouverture fixe et les autres proposent en plus une variation sur l'ouverture. Pour garantir une qualité maximale, étant donné le type de fabrication, le trou est usiné de façon très précise et bien sûr, il est tout petit. Les objectifs sont proposés dans de nombreuses montures. Canon EF et EFS, Nikon F, Sony A, donc les réflexes, même s'ils ont un viseur numérique, hein, c'est pas la gamme des hybrides Sony, les Pentax K, mais aussi côté hybride les Sony E, les Micro 4 tiers et Fuji X, autrement dit, toutes les grandes propositions actuelles. La pré-commercialisation a lieu sur Kickstarter et les prix sont très modestes, mais aussi sont des objectifs très spécialisés. Vous voyez les prix sous les yeux, 33 à 59 euros. Ça reste modeste et peut-être que cela tentera un certain nombre de personnes qui voudront essayer des objectifs qui sortent des sentiers battus. Après les boîtiers, après les objectifs, nous passons aux accessoires avec d'abord des fourre-tout. Et une marque qui est très à la mode, qui est très recherchée, Peak Design, qui nous propose un petit fourre-tout. Le Peak Design Everyday Sling 5L. Ce fourre-tout est proposé à un prix déjà coquet de 119 euros, mais la marque a beaucoup de succès, elle peut se permettre ce prix-là, et puis surtout, en général, elle a des produits de très belle qualité. Après un premier fourre-tout chez Peak Design, nous passons chez Tenba qui a plusieurs nouvelles offres. Tout d'abord, le DNA 15. Il arrive dans une gamme qui ne comporte que des fourre-tout Messenger, autrement dit des fourre-tout portés en bandoulière. Cette fois-ci, il s'agit d'un fourre-tout autre puisqu'il s'agit d'un sac à dos. Un sac à dos plutôt de style urbain, un sac à dos qui permet déjà le transport, comme vous le voyez, d'un certain nombre d'objectifs, d'un équipement avec une partie autre pour d'autres affaires. On pourra quand même aussi ranger un ordinateur jusqu'à un écran 15 pouces, déjà assez grand. Donc une belle proposition à un prix déjà correct, mais aussi qui se justifie étant donné le type de fourre-tout et la qualité mise en œuvre. Autre proposition, là on est plutôt dans le tout-terrain, toujours de Tenba en l'occurrence, avec le Solstice. Une gamme de sacs à dos, comme vous le voyez, relativement discret, même s'il y a des couleurs variées, à des prix très corrects, étant donné les possibilités, on est au maximum à 200 euros. On peut aller jusqu'à 7 optiques pour les plus grands modèles, mettre un ordinateur, les plus petits modèles ne permettront qu'une place pour une tablette. Vous avez la dimension en nombre de litres, puis si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à aller sur le site de Tenba. Benro nous propose 2 nouveaux kits de pieds en série limitée, autrement dit pour un petit temps seulement, il nous propose un kit en aluminium et l'autre en fibre de carbone. Bien entendu, la fibre de carbone apporte une plus grande légèreté, tout en restant aussi solide, voire parfois plus solide, ça dépend de la qualité des matériaux exacts employés. Autre pied photo, cette fois-ci chez Manfrotto, avec un nouveau modèle dans la gamme Bifree. Une gamme bien connue de ceux qui veulent partir léger, puisqu'il s'agit de pieds photo très compacts, assez légers, pour pouvoir être employés sans problème sur le terrain et sans non plus se faire un mal de dos. Il y a eu un premier modèle, ou des premiers modèles plutôt, il y a déjà quelques temps, côté photo, et récemment il y a eu un nouveau modèle côté vidéo. La nouvelle proposition que je vous présente aujourd'hui se veut un remplaçant du côté de la photo. Le modèle côté vidéo est très récent et n'est pas concerné. Il y a 2 types de modèles, les uns avec des leviers de serrage, l'autre avec des bacs de serrage. Vous pourrez donc trouver un modèle qui sera adapté à votre pratique de la photo. Il y a les tenants des uns et les tenants des autres, chacun trouvera un pied adapté. D'autre part, il y a plusieurs coloris, là aussi, il y a du choix. Passons du côté des éclairages avec la marque Westcott qui nous propose des torches LED. Vous avez sous les yeux différentes caractéristiques avec des prix très variés qui s'expliquent tout simplement parce qu'il y a une première proposition avec une seule torche et quelques accessoires autour. Et à l'autre bout du spectre, vous avez carrément un pack de 2 torches avec tous les équipements associés de telle manière à avoir un kit studio quasiment complet.
C'est un matériel professionnel ou pour les amateurs avertis, ce qui explique le prix déjà assez conséquent, mais la puissance et la qualité de finition est bien sûr en regard. Autre modèle d'éclairage avec le Litra Torch. Cette fois-ci, ce sont des tout petits éclairages qui peuvent être d'ailleurs assemblés pour en constituer un plus important. Des éclairages que l'on peut emporter partout, qui pourront même servir sur votre vélo ou comme lampe de poche, même si bien sûr ce n'est pas le premier point à avoir, mais il se trouve que la marque met en avant ces possibilités-là. On est plutôt à s'en mitoufler en cette saison, mais malgré tout, il existe des nouveaux modèles de housses étanches qui nous sont proposés grâce à la housse Outex Clear, qui est une housse qui se destine pas vraiment à la plongée, et plutôt pour être utilisée proche de la surface. Il y avait déjà de précédents modèles, mais celui-ci est entièrement transparent, alors que les précédents étant en partie opaques, bien sûr pas au niveau de l'objectif, il était plus difficile de voir les différentes commandes. Nous passons maintenant avec un système de commande très évolué, avec le Pluto Trigger. Il s'agit d'une télécommande qui fonctionne en Bluetooth pour permettre de contrôler l'appareil photo à distance au moyen d'une application soit iOS, soit Android. C'est vraiment un système très élaboré, il y a plein de fonctionnalités proposées par ces applications, pas seulement pour contrôler les appareils, mais aussi différents outils nécessaires ou utiles simplement pour le photographe sur le terrain. À remarquer qu'il y a des options disponibles pour par exemple utiliser en plus un système de radiocommande pour pouvoir commander jusqu'à 100 mètres l'appareil. Autre accessoire du côté de la macro avec une bague d'inversion proposée par la marque Novoflex. Il y avait déjà un modèle existant pour la monture Canon. Cette fois-ci, nous nous intéressons, grâce à la marque Novoflex, à la monture Sony E. Le système est très performant. Il y a un système de commande sur l'objectif. Lorsqu'on inverse l'objectif, pour pouvoir contrôler le diaphragme et donc utiliser toutes les fonctionnalités modernes de l'objectif, tout en pouvant faire des photos très proches. D'ailleurs, vous le voyez sur la photo, il y a aussi la présence d'un soufflet pour vraiment permettre des reproductions d'objets microscopiques. Contrairement à des bruits qui avaient couru sur Internet, la marque Lexar ne va pas arrêter les cartes mémoire format XQD qui sont peu connues du plus grand nombre puisqu'elles intéressent principalement les possesseurs de boîtiers haut de gamme Nikon. Pour eux, en tout cas, c'est un soulagement. Lexar continue ces modèles-là. Non pas un faux départ, mais au contraire un retour avec Kodak qui annonce le retour de l'Ektachrome. En fait, c'est un retour à moitié, puisque pour l'instant cela concerne les cinéastes, ceux donc qui filment avec des films argentiques, et on peut espérer que Kodak, annonçant donc à nouveau l'Ektachrome qui va être disponible, ils passeront aussi le pas pour faire une version pour les boîtiers argentiques. Côté pellicule toujours, Polaroid nous propose 4 nouveaux modèles, 2 pour les fêtes, l'un avec cadre argenté, l'autre avec cadre doré, ainsi que 2 pellicules un peu spécifiques. Elles remplacent l'une le blanc par du fuchsia et l'autre également le blanc, mais par un bleu un peu électrique. Ces 2 dernières pellicules, elles, ne sont pas temporaires seulement pour les fêtes, mais seront vendues durablement. Toujours Polaroid, mais là pour un conflit qui oppose Polaroid à Fuji. Fuji a eu un réel succès avec ses pellicules Instax et son système Instax. Et comme ils sont mis récemment dans cette gamme à faire une version avec un cadre blanc large, Polaroid a considéré que c'était une concurrence déloyale et qu'on utilisait finalement ce qui était le cœur du métier de Polaroid. Ils ont donc attaqué Fuji après des négociations, et Fuji a contre-attaqué à son tour pour être sûr de pouvoir vendre toujours son système Instax. Et pour cela, donc ils ont porté plainte. À voir dans la suite pour les événements si les 2 marques pourront continuer à commercialiser leurs produits respectifs. Passons maintenant du côté du numérique avec une évolution technique. En fait, c'est un projet par la société Lens & Hands qui est basée en Estonie et qui offre grâce à l'intelligence artificielle, ou en tout cas qui promet une amélioration des photos lors de l'agrandissement de celles-ci. Vous savez qu'on ne peut pas, en agrandissant les photos, les améliorer vraiment, en tout cas pas au-delà de leur taille d'origine, tout simplement parce que vous ne pouvez pas créer de la matière qui n'existe pas. Eh bien, Lens & Hands vous propose d'y arriver, ou en tout cas promet la chose, comme je le disais. Cela veut dire que vous pouvez envoyer sur leur site une photo en petit format et ils vont l'agrandir 4 fois. C'est ce que j'ai fait. J'ai donc pris la photo que vous avez sous les yeux, la voilà non pas en taille originale mais réduite à la taille de nos écrans en vidéo. Je l'ai ensuite réduit
à moitié. Je l'ai envoyé chez eux. J'ai obtenu un fichier donc 4 fois plus grand. Tout de suite, je peux vous le dire, le résultat n'est vraiment pas bon. Ce que j'ai fait, c'est que cette photo qui avait été agrandie 4 fois, je l'ai réduite à moitié. Donc je suis revenu à la même taille que mon fichier d'origine, puisque je vous rappelle, je n'avais que réduit à moitié le fichier que j'avais pour leur envoyer une version moitié moindre. Eh bien, ce que j'ai obtenu est quand même pas mal, vous l'avez sous les yeux. Bien sûr, on n'est pas au même niveau que l'image d'origine, mais tout de même, on voit bien qu'ils ont réussi à un tout petit peu deviner les éléments qui manquaient pour nous recréer une photo. Et encore, je leur ai proposé un sujet compliqué. Vous voyez, il y a plein de petits détails dans le sol, dans les graviers, dans les éléments là autour, même sur la feuille, qui rendent difficiles les choses. C'est donc un projet à suivre, même si en l'état, le résultat n'est pas au niveau des promesses annoncées. Toujours côté numérique et côté logiciel, avec Luminar version 2018. Ils prennent de l'avance, on est encore en 2017, déjà la nouvelle année est annoncée avec eux. Ce logiciel est un logiciel pour développer les fichiers RAW. Il y en a de nombreux sur le marché, en tête bien sûr Lightroom, et Luminar était un petit peu en retrait par rapport à Lightroom. Bien sûr, on pourra discuter la qualité du développement des RAW, mais surtout Luminar n'avait aucune possibilité concernant la gestion des fichiers. Alors pour l'instant, après en parler, ils n'en ont pas encore, mais ceux qui vont acquérir la version 2018 du logiciel, il leur est promis que dans les premiers mois de l'année prochaine, donc 2018, ils auront le droit à une nouvelle version de ce logiciel qui possédera une gestion de catalogue, et là on se rapprochera vraiment de Lightroom. Pour l'instant, il y a déjà quelques améliorations en termes de gestion des RAW pour mieux les développer et quelques réglages en plus de ce fait. Toujours côté logiciel, côté photo HDR, avec Photomatix, sa version 6 de son logiciel Photomatix Pro. C'est un logiciel bien connu de ceux qui font la photo HDR, et là Photomatix a introduit encore de nouvelles possibilités, notamment des rendus plus simples, plus proches de la réalité. Souvent c'est une critique que l'on fait à la photo HDR, d'en mettre plein les yeux, mais d'être finalement des photos un petit peu surfaites, un petit peu kitsch presque. Toujours des logiciels, cette fois-ci du gratuit avec Sony, qui nous propose une suite de logiciels, la Sony Imaging Edge, qui est une suite de logiciels destinés à leur boîtier. Alors, cette suite n'est pas compatible avec vraiment tous les boîtiers de Sony, mais de nombreux boîtiers. Allez voir sur le site de Sony si le vôtre est concerné. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à télécharger ces logiciels qui offrent une solution quasiment complète pour le traitement des images de vos boîtiers Sony, bien naturellement. Autre logiciel avec RAW Power. C'est un logiciel un petit peu différent des précédents puisque lui, il se destine aux tablettes. En fait, il y avait déjà une version côté Mac de ce logiciel RAW Power destiné, comme son nom l'indique, à développer les fichiers RAW. Ce logiciel a été développé par des anciens de chez Apple qui avaient développé à l'époque Apple Aperture qui était un concurrent de Adobe Lightroom. Ils ont quitté depuis Apple qui a arrêté ce produit et ils ont développé ce logiciel qui offre de nombreux réglages qui permettent vraiment de développer finement les fichiers RAW. En revanche, il n'y a pas de gestion de catalogue que ce soit sur le Mac et encore moins sur iOS. Ce n'est vraiment qu'un logiciel de développement RAW, mais il intéressera ceux qui en mobilité, même avec un iPhone, veulent manipuler leur RAW et veulent ainsi tirer le meilleur de leurs images. Ainsi se termine cette longue plage d'actualité, il y avait de nombreuses nouveautés. J'espère qu'elle vous a intéressé, n'hésitez pas à faire des remarques, poser des questions, bien sûr me soutenir, un pouce vers le haut, un commentaire sympathique fait toujours plaisir. J'espère que cet épisode vous a intéressé, des nouveautés à venir rapidement et pas des nouveautés matérielles seulement que je vais présenter en nouvelle vidéo, très prochainement, en tout cas courant du mois ou tout début janvier, mais aussi sur d'autres sujets. À bientôt donc.